Honnêtement, je crois que le calendrier de la F1 n'a jamais mis en lumière autant de sujets complexes et plus différents les uns que les autres, et ce calendrier des Grands Prix incarne le changement qui s'opère en profondeur en Formule 1, entre l'extra-sportif de Jeddah qui pose un problème de cohésion, la disparition probable de certains Grands Prix historiques au calendrier pour faire place à des nouveautés qui sont loin de faire l'unanimité, et le fait que la F1 n'ait jamais été aussi attractive de toute son existence, ça pose pas mal de questions, et on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui, donc accrochez-vous. Alors avant de parler de calendrier, ça me paraissait assez intéressant de revenir finalement sur la façon dont on organise un Grand Prix. On part du fait que l'on a 3 entités qui font le sport en Formule 1. La FIA, qui énonce les règles et qui est le propriétaire du championnat. La FOM, la Formula One Management, l'entreprise qui gère les droits commerciaux de la F1, la diffusion, l'image, etc. Je rentre pas dans le détail et le montage juridique et fiscal, c'est évidemment super bien arrangé, c'est un sacré bordel, mais retenez une chose, grosso modo, c'est cette entreprise qui a racheté Liberty Media, et c'est cette entreprise qui gère et génère le pognon de la Formule 1. Et enfin, en troisième, on a les équipes qui, elles, construisent et alignent les voitures et les pilotes pour pouvoir faire la course. Bon alors maintenant que l'on a nos 3 entités pour faire fonctionner le sport, il nous faut des courses. Il faut donc des organisateurs. Et les organisateurs, c'est ce que l'on appelle les promoteurs. C'est généralement un groupe ou une entreprise qui appelle la FOM et qui lui dit « Salut, je voudrais organiser un Grand Prix de Formule 1, est-ce qu'il y a moyen que tu viennes sur mon circuit ?» La FOM, un de ses rôles, c'est de notamment négocier au nom des équipes leur venue sur un Grand Prix de Formule 1. La FOM vend ce que l'on appelle un plateau de X équipes de Formule 1 qui sont prêtes à faire la course et à la retransmettre justement à travers le monde. Alors par exemple, pour aller en Arabie Saoudite, la FOM a négocié un montant d'à peu près 50 millions de dollars par an pour courir un Grand Prix en Arabie Saoudite, à Jeddah puis sur un autre circuit. Et une partie de cet argent sera reversée aux équipes en fonction du classement du championnat constructeur. Évidemment, tous les Grands Prix ne payent pas le même montant et justement, on va y revenir. Évidemment, vous ne pouvez pas organiser un Grand Prix en claquant des doigts. Il vous faut de l'argent, un circuit, de la main-d'œuvre, l'aval des autorités et de la fédération du pays, bref, il vous faut quand même pas mal de choses. Et dernièrement, pour négocier la tenue d'un Grand Prix, on pourrait retenir 3 gros critères que la FOM veut faire cocher à tout le monde et qui sont assez essentiels à ses yeux. La modernité des infrastructures, le spectacle généré en piste et l'empreinte carbone de l'événement. Alors la modernité des infrastructures, on parle des bâtiments des stands, des garages, de l'emplacement pour le paddock club et accueillir les VIP, le circuit en lui-même, les tribunes, etc., etc. Sans vouloir faire offense à nos amis belges, les infrastructures du circuit de Spa-Francorchamps commençaient à être vieillissantes pour le paddock et l'accueil des écuries, ou même certaines tribunes qui étaient historiques, on va dire. Cela est en train de s'arranger puisque le circuit vient de lâcher un billet de 26 millions d'euros de travaux pour la piste et une nouvelle tribune magnifique au Raidillon. Donc on espère que Spa coche ce critère. Ils ont aussi fait ces travaux notamment pour accueillir la MotoGP. Le Hungaroring, pareil, ça commence à vieillir un petit peu, tout comme Barcelone d'ailleurs. Le Castellet, on est encore pas trop mal pour être tout à fait honnête, mais bon, faut pas se reposer sur ses lauriers. Éliminer la sieste du dimanche, c'est aussi une des missions de la FOM. Les Grands Prix qui ne génèrent pas ou peu de spectacles, ce sont des événements qui sont à risque. Là, on vise particulièrement Monaco, qui l'année dernière détient la triste statistique de n'avoir généré absolument aucun dépassement en piste. On veut voir du spectacle, du suspense en piste ou dans la stratégie, alors forcément, d'une année à l'autre, on peut avoir des différences majeures. En 2019, par exemple, le Grand Prix de France était catastrophique en termes de spectacle, et en 2021, la victoire s'est jouée dans les derniers tours, et on a eu quelques très belles batailles en piste. Alors oui, c'est pas le meilleur Grand Prix, mais il est loin devant certains autres. Et la presse britannique adore nous bolosser, et bolosser en particulier le Paul Ricard. Le bilan n'est pas aussi catastrophique qu'ils aiment le dire. Depuis 2018, il y a eu quand même une nette amélioration de cet événement au global. Ça veut dire qu'on commence assez bas, donc vigilance. Dernier critère, l'empreinte carbone. Alors, la F1 a annoncé fin 2019 que le sport devait avoir un bilan 0 émission nette en 2030. Entendez par là que le sport, globalement, pour fonctionner, doit compenser autant de CO2 qu'il en rejette. Exemple, et je simplifie encore une fois grandement, les F1 par le moteur à combustion interne rejettent du CO2 par l'échappement dans l'atmosphère. Pour compenser ce rejet, on peut par exemple faire en sorte que les motorhomes aient des toits végétaux qui peuvent améliorer la qualité de l'air en absorbant les poussières fines présentes dans l'air, etc. et fixer le CO2 tout en produisant de l'oxygène. Alors, ça va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est ça dans l'idée et la mécanique pour compenser ce que l'on rejette. Et tout cela concerne la globalité du sport, les infrastructures des usines, des circuits, des bureaux, du transport pour aller aux 4 coins du monde, etc., etc. Bref,
il y a du boulot. Et il faut effectivement que les Grands Prix et leur organisation puissent avoir une empreinte carbone de plus en plus faible, voire carrément neutre. Et pour le coup, le Paul Ricard est quand même vachement bien placé en termes de circuit, parce que il est dans le top 3 des circuits les plus propres sur un petit peu moins d'une centaine, selon cette étude Innovation Consulting et Right Hub. Vous avez notamment au Paul Ricard un champ de panneaux solaires de 20 000 m² qui fournit une source d'énergie renouvelable, ainsi que 99% de l'éclairage là-bas qui est du LED. C'est un bon début. Alors attention, on est encore loin d'avoir des circuits totalement neutres en carbone, mais le Mugello, Barcelone et le Paul Ricard sont en tête, et cela ne concerne pas du coup uniquement que les infrastructures, mais aussi l'organisation de l'événement en lui-même pour un Grand Prix, avec l'utilisation de matières recyclables pour les emballages, etc. Enfin bref, vous voyez, on parle de tout quoi. Alors en vrai, quand on regarde ces 3 critères, et il en existe plein d'autres évidemment dans les négociations, franchement oui, il faut du spectacle sur la piste, il faut des infrastructures modernes et qui correspondent au standing de la F1, les tentes et les pieds dans la boue, ça c'est terminé, ça c'est mort. Et oui, il faut que les Grands Prix tendent vers une neutralité carbone. Et si vous avez bien suivi, à aucun moment je ne vous ai parlé de voitures électriques ou de ne pas avoir des moteurs qui gueulent comme on les aime. C'est plutôt bon signe, non ? Et je vous rappelle que depuis 2020, et même un petit peu avant, la F1 se veut porteuse de messages, que ce soit la diversité, le développement durable, etc., etc. Maintenant, le problème c'est, est-ce que l'on applique ce que l'on dit ? Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, très franchement, j'y connais pas grand-chose, j'ai essayé de me renseigner, je suis assez mal placé, on va dire, pour en parler. En revanche, on va essayer de retracer certains faits. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en début d'année, l'Europe et les pays occidentaux en particulier se sont élevés contre cette situation et les relations avec la Russie se sont tendues. On est un petit peu dans des allures de guerre froide, entre guillemets. Conséquence, rejet des athlètes russes par certains pays comme la Grande-Bretagne, des déclarations fortes de la part de plein de pilotes de Formule 1, Verstappen qui dit qu'il ne voit pas pourquoi on roulerait dans un pays en guerre, Vettel ou encore Gasly qui arborent des casques contre la guerre, et la fameuse photo avec tous les pilotes porteurs de ce message à Bahreïn. Pour la petite info, Lewis Hamilton n'était pas sur la photo parce que son vol pour Bahreïn avait été retardé. Bref, très bien, on a une cohésion entre les valeurs qui nous sont chères en Occident globalement et que l'on clame haut et fort à travers le monde, et les actions que l'on entreprend. Le Grand Prix de Russie est donc annulé. Mazepin, père comme fils, n'ont d'autre choix que de se retirer de la Formule 1. Bon, faut dire que un Russe qui fait vivre une équipe américaine en pleine crise diplomatique, on a vu mieux comme situation. Après une première course à Bahreïn, toute pleine de promesses, on arrive en Arabie Saoudite tout content, jusqu'à vendredi où tout part en sucette. Comme annoncé avant l'événement, les rebelles yéménites ont tenu leurs promesses quant à de nouvelles surprises entre guillemets, qui se sont transformées en attaques au missile sur une usine Aramco. Le conflit entre l'Arabie Saoudite et une faction yéménite ne date pas d'hier et remonte même à la fondation du Yémen en 1990. Grosso modo, dans cette région, on a une sorte de guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui soutient cette faction yéménite, les Houthis, sur un fond de désaccords de croyances religieuses. Je vais pas plus loin, mais la situation géopolitique au Moyen-Orient dans cette région en particulier reste tout de même assez tendue. Je pense qu'il faut savoir faire la différence entre un conflit avec des attaques et une guerre à proprement parler. Est-ce que le conflit au Moyen-Orient est similaire à celui de l'Ukraine ? Je ne sais pas et chacun aura son opinion sur la situation. En revanche, tenir un Grand Prix de Formule 1 alors qu'il y a eu des attaques à 10 km du circuit, il y a de quoi avoir un petit peu peur pour la sécurité du monde de la Formule 1. Et là, on est 3 types de personnes qui ont des informations et un ressenti différent. Les habitants d'Arabie Saoudite qui connaissent bien la situation et le danger qui est présent ou pas d'ailleurs, les gens dans le paddock, un peu enfermés dans une atmosphère très occidentale, qui sont aux premières loges d'une situation assez inhabituelle pour eux, et nous, à la maison, qui ne voyons que ce que l'on nous montre, on va dire, et raconte à travers les médias et les réseaux sociaux, et ne pouvons qu'imaginer finalement ce qu'il se passe là-bas. Et plus on s'éloigne géographiquement, moins l'information et le ressenti sont généralement précis. Notre interprétation de la situation sur place est moins précise que celle des journalistes qui, eux, sont sur place, qui à son tour est probablement moins précise que celle de Stefano Domenicali, le patron de la F1, qui lui est en relation directe avec les autorités concernées. Mais aujourd'hui, je me moque de la vérité, elle n'a que très peu d'importance, car en communication, le plus important ce n'est pas la vérité, mais l'apparence de la situation. Domenicali peut prononcer tous les discours qu'il veut, vouloir rassurer autant qu'il veut les journalistes et les pilotes, détenir la vérité sur la situation, l'apparence de la situation surpassera sa parole et la vérité. C'est terrible, mais c'est comme ça. Je ne parle pas de faits, mais de l'image que l'on se construit d'une situation. Un missile a éclaté à 10 km du circuit dans une région de conflit. La tenue du Grand Prix a été remise en question. Les pilotes ont discuté de cette situation pendant 4 heures. On a refusé d'aller en Russie, par exemple, parce que le pays est entré en guerre avec un autre, et que même si les situations sont quand même différentes, on les trouve vachement similaires,
Et donc tout le monde se pose la même question, mais qu'est-ce qu'on fout là? Par-dessus, on ajoute le fait que l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays du Moyen-Orient, ont quand même des progrès à faire en termes de droits de l'homme et de la femme, et alors là, c'est la cerise sur le gâteau, et malgré toutes ces apparences qui vont finalement à l'encontre de la tenue d'un Grand Prix, show must go on. Alors la F1 vient de se prendre la balle dans le pied qu'elle visait depuis qu'elle a accepté de rouler en Arabie Saoudite, prôner plein de très belles valeurs, de diversité, de paix, de développement durable, qui je pense sont très largement partagées d'ailleurs par l'audience de la F1, vient de voler en éclats le plus total. Les pilotes, qui sont unanimes selon Canal+, sur le fait de ne pas vouloir courir, prennent finalement la piste. Alors à quel point on les a menacés, eh bien ça, c'est eux qui le savent. Forcément, il est en apparence difficile de croire au soutien de la Formule 1 sur les messages anti-guerre véhiculés par les pilotes une semaine plus tôt. Et c'est pour cela que les pilotes ont demandé une clarification à juste titre sur le sujet d'un Grand Prix en Arabie Saoudite. Concrètement, on se fout un petit peu de leur gueule. Alors forcément, difficile de croire la F1 dans les valeurs qu'elle partage dans sa communication quand un chèque de 50 millions de dollars par an laisse le sport aller dans des pays qui vont pour l'instant à l'encontre de ces valeurs et qui vont mettre du temps finalement à faire les progrès sociaux dont nous sommes coutumiers en Europe. C'est en marche, difficilement, mais ça avance. Est-ce que la F1 peut jouer un rôle ou contribuer, on va dire tout simplement, à améliorer les choses dans ces pays par sa venue? Ça, c'est un autre débat. Je termine juste en disant que ce n'est pas parce qu'un gouvernement décide de ne pas respecter les droits des hommes et des femmes dans un pays que la population est du même avis, donc ne faites pas l'amalgame. Du coup, deux choix. Soit la F1 est un sport qui ne parle que de sport, qui ne prône aucun message politique ou sociétal, soit la F1 se doit de se mettre, on va dire, en conformité et montrer une cohérence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Est-ce que la F1 peut se passer d'un Grand Prix en Arabie Saoudite qui a signé pour 50 millions de dollars par an pendant quasiment 10 ans et dont l'entreprise pétrolière du pays, Aramco, est à la fois sponsor principal de la discipline et de plusieurs courses, et même d'Aston Martin en particulier, et en plus va travailler aussi sur les nouveaux biocarburants? Est-ce qu'on peut se passer de ça? Pas sûr. Faire du pognon dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a de la cohérence, ça me va. Tant que l'on sait à quoi s'attendre, ça me va. Le problème, c'est où est-ce que l'on met le curseur sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et pour l'instant, c'est quand même un petit peu devenu super flou, et du coup, on se raccroche à une vision que l'on a de la F1 qui a traversé les âges et les pays. Cash is king. Oscillant entre 19 et 21 Grands Prix depuis à peu près 10 ans, on va dire, la F1 commence petit à petit à rajouter de plus en plus de Grands Prix dans un calendrier qui peut en contenir, réglementairement parlant, 25. Donc les places se font rares et par conséquent, les places se font chères. Ajoutez à cela l'expansion massive de la discipline à travers Drive to Survive depuis quelques années maintenant, oui, ça passe vite, et ça se bouscule au portillon et les potentiels promoteurs de Grands Prix ne manquent pas à l'appel. L'Arabie Saoudite, le Qatar, Miami ou encore Las Vegas sont les derniers petits nouveaux au calendrier de la Formule 1. Avant cela, il fallait remonter à 2016 et le Grand Prix d'Europe tenu à Bakou en Azerbaïdjan, avant qu'il ne soit renommé Grand Prix d'Azerbaïdjan, pour avoir un tout nouveau Grand Prix arrivé au calendrier. Bon alors, Las Vegas, on a déjà fait 2 Grands Prix dans les années 80, donc c'est un petit peu à part. Bref, ces petits nouveaux prennent donc une place au calendrier, payent dans l'ensemble beaucoup plus cher pour accueillir la Formule 1 que les Grands Prix européens, ont des infrastructures qui sortent de terre littéralement et sont à la pointe de la technologie et de la modernité, sauf petit couac des toilettes mal finies à Jeddah qui enfument littéralement un garage de merde, et ce sont des événements qui devraient aussi marcher vers une empreinte carbone neutre, donc on est plutôt sur le bon chemin. Bon, pour ce dernier point, cela reste encore une fois à voir, pour le coup, c'est pas certain que les installations à Jeddah soient 100% neutres en carbone par conception, ou que les hôtels et casinos de Las Vegas fonctionnent seulement sur l'énergie verte, par exemple. Ces petits nouveaux mettent donc une pression au Grand Prix plus traditionnel, à tel point que, comme l'a annoncé Stefano Domenicali, le cachet ou l'histoire du Grand Prix ne suffirait plus pour justifier sa place au calendrier. Là, clairement, on vise Monaco, la France, la Belgique, bref, les Grands Prix européens qui ont une culture du sport automobile. Alors dans l'esprit, très bien, c'est vrai que certaines pistes historiques ont besoin d'un petit coup de frais, de réfléchir à comment totalement entrer dans la Formule 1 de 2022, plutôt que de se reposer sur ses acquis. Cela demande donc aux Grands Prix existants de se sortir les doigts et d'investir dans leurs infrastructures pour essayer de permettre plus de spectacles par exemple, et de montrer que l'événement peut se tenir dans des conditions avec de faibles émissions de carbone. Il faut donc investir dans sa piste qui n'est pas toujours la propriété du promoteur, donc ça complexifie un petit peu la chose. Cela demande beaucoup d'argent, et comme c'est déjà compliqué d'organiser un Grand Prix, même avec des prix un petit peu plus faibles en Europe, ça devient vite la sauce. La pression est donc financière et matérielle essentiellement, puisque les candidats montrent d'énormes valises de cash et sont prêts à tout construire à la pointe de la technologie,
Au moins, en Europe, on sait déjà peut-être plus facilement organiser des événements un petit peu plus écolos, on va dire, ce qui n'est probablement pas le cas de tous les autres pays au calendrier. N'est pas roi du pétrole qui veut, et en Europe, on en est loin, et c'est bien dommage. On n'est pas aussi riche que les pays du Moyen-Orient. C'est tout. Est-ce un peu trop réducteur de dire que plus le chèque est gros, plus on facilite l'admission d'un promoteur de Grand Prix en fermant les yeux? Chacun ira de son opinion dans les commentaires. La vraie crise, finalement, se situe sur la définition même d'un Grand Prix de Formule 1 en 2022. Pour beaucoup de fans, principalement de la première heure, un Grand Prix de Formule 1, c'est une épreuve sportive, une course de voiture, un week-end de vroom vroom. Et j'en fais partie. Mais est-ce que cette définition est toujours la bonne aujourd'hui, en 2022? Et je pense que la réponse, elle est plutôt non. Un Grand Prix, ce n'est plus juste venir, regarder des machines extraordinaires passer, avoir une ambiance particulière en tribune, avec des foules différentes, et je pense notamment aux tifosi en Italie ou aux néerlandais totalement barges à Zandvoort par exemple. Désormais, on nous pousse à venir et à sortir de chez nous, car l'argument, c'est qu'il y a plus qu'un Grand Prix et une place en tribune. Et c'est aussi une bonne chose. On a des concerts sur le circuit, parfois dans la ville voisine, des animations avec de plus en plus d'envergure, de quoi faire la fête, se divertir, bref, de profiter grosso modo de la vie autour du Grand Prix. Vivre un Grand Prix en vrai, oui, ça n'a pas son pareil et l'expérience sur place se doit d'être unique. C'est aussi ce qui attire les potentiels promoteurs, en plus de bénéficier du rayonnement de la F1 dans le monde. En témoigne Singapour, où après le Grand Prix, on va facilement partir en boîte, ce qui sera aussi le cas à Las Vegas, sauf si vous vous faites accrocher par une table de craps. Et à Miami, ce sera probablement le spring break des jeunes adultes américains qui ont pas mal de pognon, parce que vu le nombre de loges VIP disponibles, faut aligner du cash. Alors évidemment, cela ne dépend pas que de la ville du Grand Prix, mais aussi et surtout de l'argent que vous mettez sur la table pour avoir des infrastructures dignes d'accueillir des artistes de l'envergure de will.i.am par exemple. Et on y arrive à ce problème de l'authenticité et de l'histoire des Grands Prix. Est-ce que l'on vient pour une gigateuf ou pour regarder une course automobile incroyable? Les deux ne sont pas forcément incompatibles pour le coup. Je pense sincèrement qu'aller à Las Vegas pour voir le Grand Prix, jouer à une table de poker et rigoler avec des potes pendant 4-5 jours, même 7 jours on va dire, ça doit être un sacré kiff. Et je suis le premier à dire oui, et j'espère de tout mon cœur que je pourrai vivre cette expérience un jour. En revanche, est-ce qu'à 6h du match, je vais autant kiffer l'ambiance de Vegas et de Thanksgiving pour le coup au réveil? Pas sûr. Les spectateurs sur place ont évidemment une toute autre expérience que ceux qui regardent le Grand Prix à la télé. Les deux expériences requièrent des façons différentes d'immerger le spectateur, l'une principalement parce qu'il se passe sur la piste, et l'autre sur ce qu'il se passe aussi en dehors. Et on a peur finalement que la FOM laisse tomber ce qu'il se passe en piste, le cœur du sport pour ceux qui restent à la maison, au profit de ceux qui vont sur place et qui vont évidemment débourser bien plus qu'un abonnement à Canal+ par exemple. Enfin, quoique ça dépend. Mais il faut aussi contenter le cœur d'audience, dont je fais aussi partie, qui vient pour la course, pour l'histoire du lieu, pour le circuit mythique de Spa-Francorchamps, de Monza, de Monaco, car si je vais à un Grand Prix, j'ai envie de me souvenir du passage des voitures et du spectacle en piste, plutôt que de mes pertes en Texas Hold'em No Limit. Il y a donc un juste milieu à trouver sur un calendrier alliant histoire et course automobile, et tourisme de sport automobile. Mais la beauté de l'histoire, c'est qu'elle a toujours un début. Le Grand Prix de Singapour est devenu, de mon point de vue, un classique de la Formule 1, un des joyaux que les pilotes modernes peuvent apprécier de remporter la course. Le circuit est tortueux, long, bosselé, difficile, il fait super chaud, c'est la première course historique de la F1 de nuit, et il y a souvent de l'action sur ce Grand Prix, bref, on peut mixer divertissement et véritable épreuve sportive technique. Alors attendons de voir le Grand Prix de Miami et de Las Vegas, on ne sait pas, peut-être qu'on sera agréablement surpris, et que d'ici quelques années, ils deviendront des classiques incontournables. Mais ces Grands Prix ne doivent pas être tenus au détriment des épreuves historiques dont les circuits ont fait le championnat et qui sont des références du sport automobile mondial. Monza, que l'on appelle le temple de la vitesse, le Raidillon à Spa-Francorchamps, le tunnel et le port de Monaco, les bandes bleues et rouges du circuit Paul... Alors, bon, non. Ouais, alors la France, on est plus sur les 24 heures du Mans de manière internationale. Le Grand Prix a pas mal changé de circuit dans son histoire, donc forcément, c'est un petit peu moins béton que Silverstone, où on va depuis le début du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Malheureusement, vu la gestion désastreuse du trafic en 2018, la course au spectacle inexistant en 2019, et malgré une bonne course en 2021, est-ce qu'un circuit fait pour des tests a une chance de rester au calendrier ? Je sais pas. Le Mans reste Le Mans, et c'est le temple de la course d'endurance, et Manicourt, pourquoi pas en vrai ? Du côté de Nevers, on est prêt à accueillir la F1 pour une alternance peut-être avec le Paul Ricard ou alors en tant que Grand Prix d'Europe, pourquoi pas. Le circuit est vraiment bien, les infrastructures ont évolué, les accès au circuit aussi, mais il manque encore un petit peu de cachet peut-être pour faire venir un will.i.am probablement. Mais
On a 2 pilotes français, on a une écurie française, on a un moteur français, et vu le regain de la F1 en France, merde, faut qu'on ait un Grand Prix quoi. Et tous ces Grands Prix historiques, il faut les aider, et je pense sincèrement que c'est aussi à la FOM de faire une partie du boulot, plutôt que de dire bah vas-y, fais mieux. Et le gros problème, c'est que Liberty Media et la FOM jouent le rôle de promoteur du Grand Prix de Las Vegas. Une destination certes intéressante pour un événement, mais dont le circuit est très loin de faire rêver le cœur d'audience. Concrètement, on crache au visage des plus célèbres circuits de la planète pendant qu'on ne se cache pas de vouloir jouer à la roulette russe, ou à la roulette tout court, ça dépend, en se disant qu'une ligne droite de 2 km sur le strip, ça suffira. Et ça, c'est vraiment dommage. Ne perdons pas espoir, on parle d'un retour du Grand Prix en Afrique du Sud sur le circuit de Kyalami, donc essayons de voir un petit peu de positif dans tout cela. La Formule 1 n'a jamais été aussi vivante de son histoire, elle n'a jamais autant pris part à la vie sociétale, et l'image du paddock ultra fermé, mené d'une main de fer par un Bernie Ecclestone, commence à peine à s'ouvrir. Les règles du sport changent pour améliorer le sport, et c'est visiblement en train de se diriger dans la bonne direction, mais la FOM a l'air de négocier un virage beaucoup plus difficile qu'elle ne l'imagine. Elle prône des valeurs dans sa communication, mais fait sciemment le contraire, puisqu'elle s'enferme dans des contrats qui lui tirent une balle dans le pied si ça se passe mal. Peut-elle se passer de ces juteux contrats? Malheureusement, avec la pandémie, c'est plus que compliqué de dire non. Et elle s'ouvre sur l'extérieur en surfant sur la vague Netflix pour se développer, ce qui est plus que souhaitable, et cette hype, elle n'est pas infinie. Donc il faut en profiter maintenant et tenter de la retenir le plus possible. Le problème, c'est que la FOM fait cela en menaçant les lieux et les fans qui ont fait de la F1 ce qu'elle est aujourd'hui. Elle paraît prendre la direction plus de l'événement et du divertissement que du sport en lui-même. Mais seul le temps nous permettra d'en attester réellement et de savoir si c'est juste un sentiment de réticence au changement qui est propre à l'humain. Le plus dangereux pour la F1, ce n'est pas de se faire détester par son cœur d'audience. Tant que les fans ont des sentiments, positifs ou négatifs pour le sport, cela veut dire qu'ils y tiennent toujours. Le jour où les fans seront indifférents à la F1, ils ne reviendront pas. Si la F1 n'a pas réussi à retenir la nouvelle audience et que son ancienne audience est partie, risque d'y avoir un gros problème. Tous les virages, peu importe leur courbe, passent à fond, sur n'importe quel circuit. Mais derrière, c'est à vous de décider si vous ne le passez qu'une seule fois en plantant la voiture, ou si vous voulez faire plus d'un tour. Le virage des valeurs et de ce que la F1 fait est difficile, tout comme celui de l'équilibre du calendrier. On verra ce que ça donne.